Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du jeu libre. Quel est l'intérêt du jeu libre? Qu'est-ce que c'est? Comment le mettre en place? On va parler un petit peu de fondements théoriques et on va voir quel est l'intérêt du jeu libre pour l'enfant sur le terrain. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est le jeu. Le jeu, c'est vraiment l'activité de l'enfant. Le jeu, c'est toute la vie de l'enfant. Tous les moments de la vie de l'enfant, c'est du jeu pour lui. C'est là qu'il va découvrir son environnement, explorer son environnement, se développer dans ses 5 sphères de développement, affiner ses sens. C'est vraiment le travail de l'enfant, comme dirait Jean Epstein. C'est ce qu'il fait au quotidien. Même quand il mange, même quand il se change, même quand il s'habille, c'est du jeu, c'est de la découverte. La première à nous parler de jeu libre, c'est Maria Montessori. Elle va vraiment pas inventer le principe, parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'enfant faisait, mais elle va, on va dire, théoriser le jeu libre et nous permettre à nous, adultes, de mieux le comprendre pour mieux accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. Le jeu libre, pour Maria Montessori, c'est cet instant où l'enfant va pouvoir aller choisir lui-même son jeu pour y jouer, pour le faire, pour le dérouler à la manière dont il l'entend, comme il le souhaite, pour ensuite aller en autonomie, le remettre en place et changer de jeu. Et du coup, le jeu libre, en fait, en crèche, c'est tous ces moments où vous avez installé, vous avez pensé l'environnement pour le jeu libre, pour permettre à l'enfant librement d'aller chercher des jouets, de les prendre, de les mélanger, et de jouer avec comme il le souhaite, pour vraiment répondre à ses périodes sensibles, ça c'est aussi Maria Montessori qui en parle, à son envie de développement du moment. Il le joue comme il veut, même si c'est des chevaux et qu'il les met dans un micro-ondes, même si c'est de la dinette et qu'il va les mettre sur le parcours moteur, il en fait ce qu'il veut, et ensuite il va les remettre. Alors, pour permettre le jeu libre en structure, il faut penser à plusieurs choses. La première, penser à avoir un environnement adapté et sécurisé. Un environnement adapté, donc si on reprend la théorie de Maria Montessori, c'est des jeux et des jouets accessibles, qui donnent envie de jouer à l'enfant, donc bien présentés. Accessible, ça veut dire à hauteur de l'enfant, pour nous en structure, en EAJE, dans des caisses qu'il peut prendre, et aussi sécurisé. Bien évidemment, on ne peut pas mettre des jouets comme ça en libre accès où l'enfant va pouvoir détourner autant qu'il veut, sans penser à la sécurité, aux normes de sécurité qui existent, aux normes NF, aux normes CE notamment, et aussi aux différents âges des enfants. Voilà, si on a un groupe mélangé, il faut que les jeux soient sécurisés pour tous les âges. Pour l'environnement, faites attention aussi à ne pas rentrer dans la surstimulation. Le jeu libre, oui, c'est laisser le libre choix à l'enfant, mais nous, professionnels, on a quand même un rôle dans le choix de ce qu'on va mettre à disposition sur le terrain. Parce que si on met 1000 choses, l'enfant ne va plus savoir choisir, il va s'ennuyer en fait, il va plus savoir se concentrer sur un jeu parce qu'il y a trop d'enrichissement. Et du coup, en fait, c'est des enfants que vous allez voir, ils font que jeter les jeux, ils prennent un jeu 2 secondes, ils en reprennent un autre, ils jouent pas ensemble, ils ne créent pas de scénario, de jeu, il y a pas d'envie, on le sent bien. En fait, nous, notre rôle, c'est de proposer certes une diversité, avec plusieurs jeux différents, mais pas 1000 choix. C'est un petit peu comme nous, adultes, quand on se retrouve devant notre garde-robe. Si vous devez choisir entre 1000 pulls, vous allez mettre une demi-heure. Si vous devez choisir entre 3 pulls, vous allez mettre 5 minutes. Et vous allez, du coup, vraiment y aller et vous concentrer dessus. C'est la même chose pour le jeu. Oui, on propose de la diversité, mais quand même assez limitée pour que l'enfant puisse jouer réellement à ces jeux. Et après, on tourne. On tourne sur les jeux de semaine en semaine ou de mois en mois. Ensuite, pour le jeu libre, la posture de l'adulte doit être aussi adaptée. L'idéal, c'est d'adopter cette posture qu'on appelle de l'adulte phare. Donc ça, c'est Anne-Marie Fontaine qui en parle. C'est-à-dire se positionner assis dans la pièce où on voit tous les enfants. Donc en général, pas en plein milieu, parce que si les enfants vont derrière, on ne les voit plus. Vraiment, un endroit stratégique où on voit tous les enfants et on reste là. Et on observe pour voir en fait ce qu'ils font. Et on leur fait confiance. Et le phare, il est bien sûr allumé. On n'est pas sur le téléphone, on est vraiment en présence avec les enfants, parce que sinon on est éteint, et un phare éteint, ça sert à rien. Il faut s'imaginer que nous, du coup, on est le phare à ce moment-là, et les enfants, c'est les bateaux. Voilà. Ils font leur jeu. Et comme les bateaux, ils font leur jeu, et des fois, ils ont un besoin de sécurité affective, ils vont tourner le regard vers vous, voir si vous êtes là, si vous êtes bien allumé, et c'est ok. Et bien souvent d'ailleurs, si on est éteint, si on parle à notre collègue à ce moment-là, si on faisait autre chose, l'enfant il va venir, parce qu'il a besoin de retrouver cette sécurité affective. Donc laissons-les, faisons-leur confiance là-dessus. Et du coup, cette posture et ce jeu libre où on laisse l'enfant en liberté, on le laisse explorer, on laisse aussi mélanger des jeux, ça nécessite de se re-questionner sur le cadre et les limites qu'on va donner aux enfants. Et ça, il faut qu'on soit tous d'accord en équipe sur ce qu'on fait.
On ne peut pas dire oui à quelque chose le matin, par exemple monter le toboggan à l'envers, et dire non l'après-midi. C'est pas cohérent, il faut se mettre d'accord. Et du coup, ça nécessite forcément de réinterroger constamment ces pratiques, de se demander ce qui est mieux pour l'enfant et de se demander pourquoi on met la règle. Une règle, j'aime dire qu'elle doit toujours être posée pour favoriser la sécurité physique ou affective des enfants. Si c'est par confort de l'adulte ou par crainte de l'adulte, on la questionne. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de nocif, c'est vraiment sans jugement parce qu'on a tous des craintes. En fait, on est humain, on a tous eu une propre éducation, on a tous eu un vécu qui fait qu'on a certaines craintes. Et par exemple, en arrivant en structure, on peut très bien dire enfin, moi, on m'a jamais laissé monter le toboggan à l'envers. On fait pas ça, on monte pas le toboggan à l'envers. Et en fait, quand on se re-questionne sur le bien-être de l'enfant, on se rend compte que si on leur fait confiance 5 minutes, monter le toboggan à l'envers, si on a un autre qui le monte à l'endroit, les enfants ils vont peut-être travailler leur développement social, ils vont essayer de trouver une solution ensemble. Et en fait, si on les laisse jamais expérimenter ça, ils pourront jamais grandir d'eux-mêmes. En fait, ça favorise leur autonomie de laisser faire ça. Bien sûr, le cadre posé pour la sécurité physique et affective, c'est-à-dire que si les enfants, dans leur toboggan, ils commencent à se disputer, ça commence à être violent, que ce soit physiquement, verbalement, etc., bien évidemment que là, on intervient. Mais vous voyez, ce cadre-là, de quelle liberté on laisse en jeu libre, il peut vraiment être questionné régulièrement en équipe. Donc les intérêts du jeu libre pour l'enfant, ils sont multiples. Développement de la confiance en soi, développement de la créativité, développement des 5 sphères de développement, langagière, cognitive, affective, sociale, motrice. Parce que l'enfant, il va suivre ses périodes sensibles, il va suivre ce dont il a envie à ce moment-là de développer. Et il va du coup prendre les objets qui lui permettent de développer ce dont il a envie à ce moment-là. Ça va évidemment aussi éviter le piège de la productivité ou de l'activisme. Vous savez, cette pratique qui consisterait à, en fait, tous les jours et à chaque moment de la journée, ne pas laisser de creux à l'enfant. En fait, toujours lui proposer quelque chose, ne pas lui laisser de liberté. Et surtout, en plus, dans la production, c'est-à-dire dans la production de peinture, de matériel, de pâte à sel, en tout cas des choses notamment souvent à montrer aux parents. Et ça se questionne parce que, en fait, on travaille pour aider les enfants dans leur développement global. On ne travaille pas pour montrer aux parents ce qu'on fait. Donc ce serait un non-sens et on se rappelle toujours voilà, pour qui on travaille et les temps de jeu libre, ils sont essentiels au développement de l'enfant parce que c'est des temps magnifiques pour développer deux choses qui sont la créativité et l'autonomie qu'on a plus de mal des fois à retrouver sur des activités dirigées ou encadrées. Pour les adultes, le jeu libre nécessite quand même un grand lâcher-prise parce qu'on doit aller des fois au-delà de certaines représentations, faire confiance à l'enfant, donc c'est pas toujours évident. Ça nécessite une confiance en les enfants aussi, vraiment les considérer en fait comme des personnes à part entière, ce qu'on demande. Hein. On est d'accord toujours dans les valeurs de la petite enfance, mais là c'est vraiment ça. Vous êtes là, je suis là, bien sûr je suis là s'il y a besoin, mais je vous laisse faire. Et j'interviendrai évidemment si besoin, mais faites-vous confiance. Et d'ailleurs, quand on n'a pas l'habitude de le faire, au départ, c'est parfois questionnable par les enfants parce que s'ils se disputent, admettons, un jouet, et que vous n'avez pas l'habitude de les laisser faire, ils s'arrêtent et ils vous regardent, comme s'ils attendaient que vous interveniez. Et si on leur demandait, et qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on développe l'autonomie et là, on développe vraiment le développement social de l'enfant. Ça nécessite aussi, évidemment, de penser en amont l'aménagement de l'espace, comme le rappelle Maria Montessori, un espace adapté et sécurisé, tout en évitant aussi la surstimulation. Et évidemment, le jeu libre, vu que ça nécessite vraiment une posture professionnelle souple, on peut aussi en parler en APP, en réunion d'équipe, vraiment, si c'est bien fait, ça peut aussi vraiment favoriser une cohésion d'équipe. Dans la pratique du jeu libre, on peut aussi faire un parallèle avec une pratique qu'on voit depuis quelques années émerger, qui est la pratique de l'itinérance ludique ou de l'affordance, ou de la libre expression de l'enfant d'ailleurs. C'est vraiment cette pratique qui, en fait, qui consiste à, quand vous faites des activités, en fait, ouvrir plusieurs pôles avec des thèmes. Un pôle puzzle, un pôle Lego, un pôle jeu symbolique, un pôle moteur. Et il y a un professionnel qui est à chaque pôle. Et les enfants, ils peuvent circuler librement dans ces pôles. Et en plus, une fois qu'ils sont dans ces pôles, ils peuvent détourner les jeux et les jouer comme ils le souhaitent. Par exemple, dans le pôle puzzle, s'il y a un enfant qui prend les pièces et qui fait du transvasement avec, ça peut être accepté. Parce qu'à ce moment-là, il avait besoin de transvasement, il a trouvé ce matériel-là pour en faire. Et l'itinérance ludique, du coup, ça permet aussi également ce que permet le jeu libre, tout en ayant des propositions d'activités qui changent un peu que ce qu'on laisse vraiment en jeu complètement libre. En résumé, le jeu libre est une pratique essentielle au développement de l'enfant
parce que ça va vraiment développer son autonomie et respecter ses périodes sensibles. Ça va permettre à l'enfant de se développer harmonieusement dans son développement global, et ça nécessite aussi beaucoup de lâcher prise de la part de l'adulte, de remise en question, mais vraiment les résultats, ils sont magnifiques.